Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous et qui font l'effort de s'informer, bien sûr, et qui font l'effort de comprendre pourquoi on parle de faillite américaine. Pourquoi on en parle? Alors, vous allez voir que ce soir, je vais essayer d'être le plus consensuel possible. Je vais vous donner mon point de vue, mais j'écouterai bien évidemment le vôtre. Si vous avez envie de discuter avec moi, faites-le à travers le chat, on en discutera. Il y a du monde déjà, un petit peu de monde. Il n'y a pas non plus énormément de monde, mais il y a du monde. N'hésitez pas à partager le lien de l'émission avec les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par cette émission qui va parler encore une fois du déclin américain, du risque de faillite aux États-Unis ou pas, on va en parler. Il y a Didier qui est là, salut Didier, en tout cas il paraît que ça chauffe aussi en Espagne. D'un point de vue manif, non. Non, je te jure Didier, non. En tout cas pas en Catalogne, hein, pas pour l'instant. Il fait 25 degrés, nous dit, c'est la première actualité sérieuse de ce soir. Tiens, il y a des petites actus que je vous rajouterai au fur et à mesure de l'émission et vous verrez, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. On va essayer d'apprendre aussi certaines choses. Je suis certain qu'il y a des trucs que vous allez apprendre dans cette émission, toujours avec beaucoup de modestie. Je ne suis pas là pour me mettre en avant, mais plutôt pour vous expliquer une situation qui, à mon avis, est complètement absurde. Les USA, c'était bien. Oui, c'était très bien. Et je suis revenu avec un mot d'ordre. Et on va démarrer l'actualité là-dessus, l'émission là-dessus. Les Américains n'en ont rien à foutre de Jérôme Powell, en fait. Il n'y a que nous, Européens, qui nous chions dessus quand on attend un FOMC. Mais les Américains, ils s'en foutent de Jérôme Powell. Ça fait largement longtemps que les opérateurs US ont compris que le pauvre Jérôme n'avait qu'un pouvoir extrêmement limité par rapport à ça. Tu veux une preuve? Regarde ce qui s'est passé cet après-midi. On a sorti les IPC à 14h30. Le Dow a pris 500 points, up, d'accord, instantanément. Le Nasdaq a pris 350 points, le Russell la même, l'ES la même, c'est du grand n'importe quoi. Alors, je ne vais pas te cacher que nous, aficionados de la méthode des excès, hein, quand tu vois une bougie qui fait 400 ou 500 points, tu sais que tu en as déjà 250 dans ta poche. Le problème, c'est pas de savoir si on y va, parce qu'on va y aller, hein. T'imagines bien, mais c'est surtout de savoir quand on va y aller. Et je vais même rajouter un truc. J'aimerais pas que ça aille trop vite. Alors, il y en a plein qui sont déjà mis vendeurs dans l'opération et qui vont hurler à la mort. Alors, d'abord, je voudrais qu'on ait une pensée à pour tous ceux qui se sont mis acheteurs du marché après 15h30. Oui, une petite minute de silence. Tu vas pas acheter un marché comme ça, c'est absurde. Hein, faut pas être idiot non plus. On se met pas acheteur dans un marché qui fait une bougie de 500 points en dessous. Ah bah non. Alors, je te rajouterai qu'il s'est passé un truc bizarre quand même. On va l'expliquer très vite, hein. C'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est simple. Tu es en train d'acheter la rumeur. La rumeur, c'est quoi? C'est GG n'augmentera pas les taux. Mais tout le monde s'en fout. Puis tu viens de me dire que tout le monde s'en foutait aux États-Unis. C'est vrai. On est dans un marché complexe. Non, pas tout à fait. On est chez des bookmakers anglais. C'est simplement la hausse, en fait, des indices qui est liée à 100% de soi-disant anticipation que les taux ne bougeront pas. Mais c'est du game, on devient spieler, on est gambler en fait. On n'est plus du tout dans une économie normée, mais on est dans quelque chose qui nous fait acheter un marché parce que 100% des prédictions annoncent qu'il ne bougera pas les taux. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il les bouge ou qu'il les... Oui, mais c'est bien parce que c'est drôle, parce que ça fait monter. Moi, je te dis que tu ne feras pas d'oseille à la montée, tu vas en faire à la descente. Même chose pour les gens qui ont acheté du Bitcoin. Alors, il y a un truc étonnant sur le Bitcoin, c'est que le dollar baisse, le Bitcoin baisse. Qui a joué avec les piles? Moi, je voudrais comprendre qui a travaillé avec les fils et les piles. Le Bitcoin n'est pas bien, et je vais tenter de te l'expliquer dans cette émission aussi. D'abord, cette émission pourrait sembler être un sketch marrant, hein, une émission drôle, car comment parler de faillite des États-Unis alors que les indices US explosent cet après-midi? C'est le problème. Si les indices montent, c'est que le dollar baisse, bien évidemment. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Ce qui veut dire que déjà, si tu fais du trading uniquement en regardant du Dow ou du Nasdaq,
Essaye de faire un effort. Ouvre-toi un petit iPad avec à côté un USD Yen et un BTC USD. Ça fait des dizaines d'émissions que je le hurle partout. Si tu n'as pas compris que le dollar bouge pas tout seul et que les indices américains bougent pas tout seuls, je peux plus rien faire pour toi. Le Bitcoin se casse la gueule. C'est un signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de portance. Il n'y a plus. En physique, on appellerait ça la porce. T'as plus, il y a même avec un CX intéressant, tu rentres plus dans l'air. Là, tu t'écroules. Et c'est, à mon sens, ce qui risque d'arriver. On va en parler. Cette émission a du sens. Là-haut, shut up, please. Shut up. Je veux rien entendre, s'il vous plaît. Cette émission a du sens. Les États-Unis se retrouvent de nouveau au bord du précipice. Si tu ne le savais pas, il faut savoir que le Congrès américain n'a plus qu'une seule semaine, encore une fois, pour s'entendre sur un nouveau budget et éviter la paralysie de l'administration fédérale. Aucune des deux chambres du Congrès, ni le Sénat aux mains des démocrates, ni la Chambre des représentants contrôlée par les républicains, n'est pour l'instant parvenue à adopter une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral, qui expire en tout cas à minuit, vendredi prochain. Il faut le savoir, vendredi prochain. Alors, sans accord d'ici cette date, encore une fois, la première économie du monde ralentira subitement. 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire, le trafic aérien sera perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte close. La plupart des élus des deux camps ne veulent absolument pas de la situation du shutdown, le fameux X-Day, rien à voir avec Twitter. En tout cas, sachez que la dernière fois, déjà, les négociations avaient plongé les institutions dans le chaos, puisqu'il y avait eu un coup de gueule phénoménal des Trumpistes qui s'étaient aperçus que McCarthy avait passé un accord discret de dernière minute avec le camp démocrate. Alors ils n'étaient pas contents, ils l'avaient destitué. Il faut savoir que désormais il a été remplacé, que le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, qui est inconnu du grand public, lui devra se démerder sans expérience ou en presse de toute façon. Pour une poignée de Trumpistes les satisfaire. Je vous rappelle que si on devait jouer les élections américaines maintenant, elles auront lieu en 2024, c'est Trump qui deviendrait président devant tout le monde sans aucun problème. Pas moi qui le dis, c'est les statistiques, ça c'est clair. Sachez en tout cas qu'ils se chamaillent dans les deux camps. Mais il faut comprendre pourquoi ils chamaillent. Parce que vous allez apprendre, j'imagine, des choses dans cette émission, à moins que vous les connaissiez déjà. En fait, dire que les États-Unis sont en faillite, c'est une connerie, une grosse connerie. Dire que le dollar, effectivement, est en faillite, c'est une connerie, une grosse connerie. Ils sont largement endettés, mais vous allez vous apercevoir dans cette émission qu'en définitive, il faut rationaliser. Parce que tu es encore dans un principe politique, là. Les Américains ne font pas du tout d'économie, ou peu. D'ailleurs, l'économie, ils en ont rien à foutre, quelque part. Ça pourrait t'étonner, tu as le droit de réagir, mais attends, enlève-moi le LOL, s'il te plaît. Enlève-moi le LOL. C'est quand même incroyable. Incroyable qu'ils sont encore là après autant d'années. C'est impressionnant. On va le dégager, voilà. Hop là, à dégager, voilà. On sait qui c'est, hein. Tu vas manger cher, à mon avis, la semaine prochaine. Ah bah oui, ça c'est évident. On continue dans notre explication. N'hésitez pas à les bannir. Ça faisait longtemps, effectivement. Alors, pour effectivement bien comprendre pourquoi, quand je vous dis que l'économie américaine en faillite, ça reste une hérésie, et le dollar aussi. On est dans un système exclusivement politique. On n'est pas dans un système économique. Les Américains, l'économie américaine, c'est la conso, la conso, la conso, la conso. Consomme. Ah oui, vas-y, fonce. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont emmerdés avec leur taux et que maintenant Jérôme Powell, qui est déjà sur un niveau élevé, n'intéresse quasiment plus personne. C'est mon opinion. Tu as le droit d'en avoir une différente, ça c'est certain. Mais c'est mon opinion, c'est clair. Nicolas, continue. N'hésite pas effectivement à continuer, en tout cas à mettre ce qu'il faut dans le chat. Je répondrai à tout ça juste après. Alors, voilà la seule chose qui pourrait faire que les États-Unis ne tombent pas en shutdown, qu'ils s'accordent, démocrates, républicains. Mais l'économie en soi, ça ne les intéresse pas. Tu vas comprendre pourquoi juste derrière. Pourquoi alors l'économie américaine continue de progresser?
puisqu'on parle de faillite américaine, puisqu'on parle de faillite du dollar. Mais pourquoi ça continue à progresser? Alors, les chiffres sont clairs. Il faut savoir que c'est quasiment insolent côté américain. 4,9% en tout cas d'évolution annualisée des États-Unis. La progression de la croissance américaine aujourd'hui, c'est 4,9%. Alors pourquoi cette croissance? On va en discuter ensemble. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'il faut la mettre en regard, cette croissance de 4,9% au déficit américain. 7,5%. 7,5% en tout cas de ce déficit américain. Alors on va expliquer tout ça. D'abord, on va essayer de parler du Covid. Vous savez qu'on a tous chialé pendant le Covid. Ah, l'économie va s'écrouler, le président français envoyait de l'argent en veux-tu, en voilà. C'était la période de l'hélicoptère-monnaie. Hein. On a inondé d'argent certains pays. Et là, on s'est retrouvé dans un système qu'aucun pays ne voudrait avoir. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un système où, j'allais dire peut-être par faiblesse, quelque part, on a dit il faut donner de l'argent aux gens parce qu'ils ne travaillent plus et parce qu'ils ont besoin quand même de continuer à vivre. Sauf qu'il y a un facteur qui n'a pas été pris en compte, c'est le fait que les gens étaient sous confinement, ne dépensaient rien, n'avaient pas besoin de plus d'argent qu'auparavant puisqu'il y a des aides sociales et ainsi de suite. On n'avait donc pas besoin de donner d'argent, en tout cas pour ma part, ce que je crois, plus que ce qu'on pouvait donner naturellement en tant qu'aide sociale. Et qu'est-ce que ça a fait juste derrière? Des gens qui ont épargné. Et quand le Covid, effectivement, eut été fini, ou en tout cas que les confinements eut été libérés, les gens se sont mis à dépenser des fortunes pour n'importe quoi, puisqu'ils avaient de l'argent. Hein, l'économie fonctionnait, et qu'en plus, les gouvernements continuaient leurs avantages fiscaux, le quoi qu'il en coûte, et distribuaient de l'argent. Alors peut-être que certains vont râler en disant « le gars dit n'importe quoi, merci qu'on ait de l'argent ». Ben, vous avez contribué à cette inflation. Vous avez forcément contribué à cette inflation. On va en parler, vous allez voir. Alors les États-Unis, eux, bien sûr, se frottent les mains, les gens ont de l'argent qu'ils avaient avant, de l'argent qu'on leur a distribué, ils dépensent. Ce qui fait effectivement une croissance, je vous disais tout à l'heure le terme, insolente. C'est une croissance insolente. Mais c'est pas que ça, en définitive, puisque ce qui est arrivé juste derrière le Covid, c'est la guerre en Ukraine. Et là, sacré coup de bol. Provoqué, pas provoqué, je ne serai pas complotiste, chacun pensera ce qu'il voudra. Mais la guerre en Ukraine, sans être moraliste, c'est un coup de bol phénoménal pour les États-Unis, à peine déguisé, puisque les Russes ne pouvaient plus livrer à l'Europe le gaz pour lequel d'ailleurs ils étaient en train de signer un contrat sur 20 ans avec les Européens. Qui allait donner du gaz aux Européens? Les États-Unis. À quel prix? À celui que les États-Unis voulaient. Donc en définitive, on se retrouve face à un cas de figure où les Américains ont bénéficié de leur propre, j'allais dire, autarcie de gaz, en envoyant du gaz aux Européens au prix qu'ils voulaient. Et les Européens achetaient, sans pour autant pouvoir se libérer encore aujourd'hui de cette obligation d'acheter du gaz et du pétrole aux Américains. Donc tout ça fait que ça monte très fort. Alors l'inflation, c'est évident, c'est mathématique, proportionnel, relatif, appelle ça comme tu veux, mais quand tu as une inflation puissante, sans terrain réel, c'est-à-dire qu'en fait une inflation est due la plupart du temps à une grosse quantité de demandes face à une offre quasi inexistante, ce qui est faux, absolument faux. On a créé en fait cette situation de toutes pièces. Quand tu as une inflation, bah, tu n'en as rien à foutre d'avoir moins de clients, parce que ce qui t'intéresse, c'est d'augmenter tes prix, de façon effectivement à faire plus de profit avec moins de clients, donc forcément moins de coûts, hein, moins de frais réels au départ, et puis à côté de ça, encaisser. C'est pour ça que les gens font beaucoup d'argent. Home Depot qui donne son earning aujourd'hui, Home Depot fait énormément d'argent tout en vendant moins. C'est-à-dire qu'ils expliquent, et je l'avais moi dit dans des émissions il y a maintenant plus de 6 mois, les Américains consomment effectivement en achetant moins cher. C'est-à-dire qu'ils se limitent, ils achètent hein, sans problème, mais ils ne font plus de dépenses, quasiment plus de dépenses au-delà de 500 000 $. Ça se voit dans les magasins, ça se voit pour les marques de luxe. En définitive, ils consomment autant moins cher sur des produits moins chers. Et Home Depot l'a dit, on a fait des bénéfices en ayant moins de clients et moins de ventes. Les gens s'orientent effectivement vers des produits moins chers. Donc ils font de l'argent uniquement basé sur l'inflation. Donc quelque part, tu as le droit de te poser la question de ce qui risque d'arriver. Alors,
On peut parler, bien évidemment, de ce déficit américain, de cette pointe à 7,5%. Il faut savoir quand même que c'est le double de ce qui était prévu à la mi-2022, les 7,5%. Je vous parle effectivement de l'endettement public qui laisse pantois, en tout cas, hein, dans le monde riche, dans les pays en tout cas qui culminent dans les pays les plus économiquement les plus à l'aise. Il est plus élevé par rapport au PIB. Écoutez bien, parce que cette actualité-là, il faut la retenir. Il est plus élevé, hein, en tout cas on parle de ce déficit, par rapport au PIB qu'il n'eût jamais été depuis les guerres napoléoniennes. C'est-à-dire qu'on n'a plus de repères. Là, on est sans repères. On est non seulement dans l'irrationnel, l'immatériel, on est dans du grand n'importe quoi. Alors à partir de là, on peut se dire, mais oui, mais Luc, t'es quand même gentil, mais moi, tout ce que tu me dis, c'est quand même, ça va mal, alors que ça va bien. Eh bien, il y a une raison à ça, et on va en parler dans quelques instants. Alors, il faut savoir que les Américains, quelque part, ont peur de la dette, mais n'en ont pas peur non plus. Alors, Luc, c'est quand même chiant, parce que quand tu dis un truc, tu dis le contraire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de débattre avec vous et d'avoir la thèse, l'antithèse, l'expérience contradictoire, tu vois, le machin un peu complet. Donc, je vais vous dire, les Américains, ce qui les inquiète, c'est la dette. Vrai. Mais c'est pas, j'allais dire, matériel, cette dette. Ce qui les inquiète, c'est pas la dette matérielle, c'est le regard des autres pays, et forcément, puisque le dollar est quand même la monnaie number one au monde, des échanges en commodities, par exemple, au départ, et même dans le commerce de manière générale. Ce qui intéresse véritablement les gens qui ont peur de la dette, c'est comment gérer cette dette en définitive. Parce qu'une chose que peut-être vous ne savez pas, quand en Europe, on a un peu peur de rembourser une dette, c'est-à-dire que la France émet, bien évidemment, de la dette souveraine sur les marchés et a une note qui est plutôt passable, bien. D'ailleurs, à ce sujet, Moody's vient de baisser la note des États-Unis quant à sa faculté de rembourser la dette et quant à sa faculté d'avoir une économie saine. Moody's lundi, hein, c'était le cas. Alors, pourquoi, Luc, les Américains n'ont pas peur de la dette? Ils en ont peur, mais pas économiquement, ils en ont peur plutôt mentalement et moralement. Pourquoi ils n'ont pas peur de cette chose-là? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les États-Unis ont leur propre banque centrale. Nous sommes d'accord que les États-Unis forment quand même un ensemble cohérent, un peu comme un pays unique qui a une banque centrale. Que cette banque centrale fait absolument ce qu'elle veut. Elle peut créer de la dette en imprimant du billet, chose que les autres ne peuvent pas faire. En Europe, par exemple, un pays qui ne pourrait pas rembourser sa dette empruntée à la Banque Centrale Européenne serait montré du doigt et on ne lui prêterait plus. Les États-Unis, j'imprime et je t'emmerde. Alors, c'est là où ça ne va pas, c'est que l'impression du dollar par la Banque Centrale Américaine se fait à foison. Ah, mais ça, tu me diras, Luc, très bien. Donc, j'en reviens à mon élément de départ qui dit que l'économie américaine n'est pas véritablement ce qui inquiète le monde, c'est plutôt l'aspect politique. Puisque pour imprimer du dollar, il faut quand même que les deux partis d'opposition s'accordent. Ça va Robert, ça va Roger, qu'est-ce que dit Jean? Il dit la même chose que Jérôme. Donc si tout le monde s'accorde, on imprime du billet. Si ça ne s'accorde pas, on n'imprime rien. Et comme pour l'instant le challenger Trump est en train de vouloir revenir à la tête du pays, il fait tout pour faire chier le monde, bien évidemment. Et il fait tout de façon à emmerder l'opposition et ne pas lui permettre de créer de la dette supplémentaire. C'est quand même, lui, le Wikipédia de la dette, le mec. Hein. Il est endetté jusqu'à la gueule, donc a priori, ça devrait être dans sa façon de voir les choses. Ben là, c'est pas le cas. Donc retenez que les États-Unis, la dette, oui, mais par contre, si, Luc, tu nous dis que les États-Unis n'auront pas forcément de problème, j'allais dire, éthiquement, de faillite, et le dollar non plus, ça veut quand même dire qu'on va avoir un effet pervers, qu'on est déjà en train de vivre. Je vous encourage à regarder sur YouTube ou d'autres chaînes les reportages sur la santé économique de certains pays comme la Grèce, d'accord, ou d'autres pays. Et là, vous allez tomber des nues, parce que là, vous n'êtes pas au courant hein, de tout ce qui se passe dans des pays, même européens. C'est grave, super grave. Et ces pays, bien évidemment, tu prends la Grèce, c'est 60% des 18-30 ans qui n'ont pas de boulot, ils sont au chômage, sans aide. Là, il n'y a pas d'aide, puisqu'il n'y a pas d'oseille. Hein, on est en Europe, hein, sans aide effectivement médicale, sans aide sociale, sans rien. Donc tu t'attends à des conflits sociaux.
Ah bah, tu les as déjà aux États-Unis, et pourtant les États-Unis, bon, ils flippent de temps en temps, ils font rigoler tout le monde, c'est un peu comme si Walt Disney sortait un dessin animé. Les États-Unis, en banqueroute, tout va s'éteindre, tout va faire... Mais non, copain, bien sûr que non. Ce qui peut arriver de pire aux États-Unis, c'est que la crédibilité du dollar, il y en a tellement baisse, et c'est peut-être ce qu'attendent les Russes, les Chinois, et d'autres encore. Vous remarquerez que dans cette émission, je ne vais pas vous parler Bitcoin. Je vais vous parler monnaie fiduciaire. Oui, mais non, Luc, tu sais, ça va. Tu penses que tu veux du Bitcoin. Moi, je t'ai donné ma façon de voir les choses. Tu verras que le Bitcoin, à mon sens, ne sera pas salvateur par rapport à un dollar qui risque de s'effondrer. Parce que lui, il risque de s'effondrer. Il risque d'être remplacé extrêmement vite. Quelque part, pour des gens qui sont de ma génération ou plus anciennes, on est sans arrêt en train de répéter la même chose. Hein. Mais bon, on va quand même dans la théorie de l'aggravation, du pire. Hein, la théorie du pire. Hein, le Covid, c'est 35-40% de descente sur des indices. Là, on s'attend plutôt à 60%. C'est pas moi qui le dis. Moi, je le pense, mais d'autres le disent ouvertement. Ah, si le NICE commence à mettre Morgan Chase sous surveillance, c'est pas pour n'importe quoi. Si la BNP est la première valeur à descendre du CAC 40 aujourd'hui, c'est pas au hasard. Si certaines banques américaines ou même européennes sont actuellement dans le rouge, mais que personne n'en parle, c'est pas au hasard. Tu veux un autre exemple? Prends une valeur, une banque américaine comme Bank of America. Elle a des dettes, à plus savoir quoi en faire. Sauf que dans un bilan d'une banque, tu parles pas de dette, tu parles de dette théorique. Et cette dette théorique, elle émeut personne. Pourquoi? Parce que c'est simplement une régulation sur les prix liés à l'IPC et une véritable dette qui pouvait être de 100 000 la fois d'avant et qui tombe à 50 000 la fois d'après. On s'arrange de toute façon. Donc, l'idée c'est quand même de se dire qu'est-ce qui va malheureusement enfoncer les États-Unis. La première chose qui peut enfoncer les États-Unis, c'est véritablement perdre de la crédibilité. Et là, je vous demande de ne pas aller très loin. Certains pays africains en ont fait les frais. À partir du moment où tu inondes ton pays de dollars, ça ne veut plus rien dire du tout. Hein, une société comme Apple augmente tous ses abonnements de 40%. Apple TV, Apple Music, tout prend 40%. Oh, ça devient complètement incohérent, hein, c'est évident. Mais, encore une fois, on peut se dire que ce qui risque d'arriver de pire aux États-Unis, c'est le défaut de paiement. Même si quelque part, s'ils s'accordent politiquement, il n'y en aura jamais de défaut de paiement. Une semaine, 15 jours, mais ça va s'arranger. Mais la planète financière qui peut respirer, parce que le dernier accord qui a été trouvé sur la dette, ça nous emmène jusqu'en 2025. Bon, ils sont pas cons. Ils vont pas se mettre des bâtons dans les roues avant l'élection américaine 2024. Ils vont pas faire chier le monde avec la dette américaine. Ils vont créer du billet, encore une fois. Mais ça pourrait leur sauter à la tronche parce que la dette augmente, pour autant les budgets ne sont pas votés à la hauteur de la dette et pour autant aussi ils risquent de se retrouver face à leurs contradictions puisque une dette sans fin réellement, une dette sans fin, les États-Unis peuvent créer une dette sans fin, un super endettement. Parce que là, on ne parle plus du contribuable américain qui rembourserait la dette. Ça serait une catastrophe. Tous les opérateurs sur les marchés ont peur d'un défaut de paiement. Oui, mais la planète financière peut respirer avec ce fameux accord qui nous emmènera jusqu'en 2025. Sauf que les échéances de remboursement d'emprunts d'État arrivent. Et que si véritablement les notes de ces États-Unis baissent par les agences de notation, ceux qui voudront être remboursés le voudront peut-être dans une autre monnaie. Et ils attendront des États-Unis de garder confiance dans ce pays. Il va falloir que les États-Unis remboursent certains, effectivement, emprunts, et en particulier sur les marchés. Sinon, le marché va s'effondrer. Et si le marché s'effondre, c'est encore un pan de la crédibilité américaine qui risque de tomber. Là, je vous le dis, livre bleu, vous avez 97% de chances que le marché se casse la gueule entre maintenant et tout à l'heure. Ah, on va reprendre tout ce qu'on est monté, puisqu'on est monté sur la connerie. Ah, on est monté uniquement sur de la rumeur en disant que Jérôme, qui n'a même pas parlé, viendrait à ne pas toucher au taux. Alors, je ne sais pas si vous lisez en ce moment les IPC Corps comme moi, mais des fois, j'essaie de tourner la page dans l'autre sens pour voir s'ils n'ont pas écrit de haut en bas comme les Asiatiques, ou plutôt de droite à gauche comme les Arabes. C'est possible.
C'est possible, parce qu'on ne comprend rien dans leurs fameux chiffres. Je les ai notés quelque part. Vous allez me dire si vous comprenez de quelque chose. Les prix à la consommation restent inchangés. Ben, va dans le même supermarché que moi, je te garantis que tu vas voir les prix explosent. Hein, je me fais engueuler par madame à chaque fois qu'on fait les courses. Bientôt, il ne faudra plus qu'on mange de fromage ni de yaourt, mais simplement de la viande. Il ne faut quand même pas déconner. Bon, j'exagère un peu. Sachez en tout cas que le Bureau of Labor Statistics et ainsi de suite m'a montré que les prix ont évolué de zéro entre le mois d'octobre et le mois de septembre. Bon, alors écoute. En tout cas, il a augmenté cet IPC de 3,2% par rapport à l'année dernière. Ben, comment il a fait alors si on a fait zéro ? 3,2%, on a fait zéro. Alors moi j'aime à dire dans les émissions de la Genius, j'aime à dire, qui fait les comptes, hein? C'est le quota d'handicapés qu'on a mis à la compta ou quoi? C'est quoi le bordel? À quelle heure t'as vu que l'IPC a augmenté de zéro? Il y en a bien qui a joué du Tipex ou qui a mis quelque chose dessus, hein, c'est évident. Néanmoins, d'un point de vue annuel, c'est 3,2%. Et apparemment, il y aurait une décélération mensuelle, je te rappelle que le taux est inchangé, de 0,4%. Bon, à ce moment-là, tu vas commencer à aller choper de l'aspirine et du Doliprane, parce que le mec qui fait des comptes, soit il a arrondi au chiffre supérieur, soit il n'en a rien à foutre de la compta, il a sorti un chiffre qui lui a pris 3 secondes à calculer, en prenant, bien sûr, Rire et Chanson comme exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça régresse de 0,4%, c'est inchangé, a priori de l'autre côté. On est dans le capharnaüm le plus total. Je te parle des IPC corps. Mort de rire, hein, ça c'est clair. Les économistes s'attendaient à 0,1% d'un mois à l'autre, 3,3% d'une année sur l'autre, selon en tout cas les données de Bloomberg, comme prévu. La baisse des coûts de l'énergie, on parle du pétrole qui a baissé. Rassure-toi, il est monté n'importe comment. Maintenant, le dollar se casse la gueule. Tu vas t'apercevoir que le pétrole va augmenter. Ça me paraît assez évident. Alors, Luc, qu'est-ce qui se passerait, puisqu'on a compris que les États-Unis en faillite, ça m'étonnerait quand même, mais qu'est-ce qui se passerait si le dollar, lui, perdait toute crédibilité? Alors, je vous le dis, je ne vais pas attendre que vous puissiez me l'expliquer. C'est une question auquel on se pose quasiment tous les 6 mois. Hein, nous, on est là à se poser la question depuis des années. On a eu les BRICS, non, c'est pas un jeu de Lego, c'est la monnaie effectivement des pays qui regroupent la Chine, le Brésil, la Russie, enfin bref. On a eu les monnaies numériques, oh ça va nous sortir de rien du tout en définitive. Ton coin, il reste coin et il restera coin. Oui mais t'as vu, BlackRock sort un ETF. Ouais, ils espèrent faire le même coup qu'Elon Musk, on verra. Ah, ils essayent de faire un coup à la Elon. Ils doivent être un peu chargés en coin, à mon avis, BlackRock. Ah, il faut bien qu'ils vendent leur merde. Hein. Bah, s'ils ne le vendent pas, ils vont se le garder. S'ils se le gardent, ça va pas être terrible. Il faut qu'ils le vendent. Donc, tu crées un truc à la rigolade. Tu te marres. Appelle ça coin. Hein, on rigolera. Donc, tout ça étant dit, qu'est-ce qui se passerait si véritablement le dollar se pétait la gueule? Et c'est là où, quelque part, il faut réfléchir sainement, avec rationalité. On va parler des fiduciaires. Oui, mais Luc, les banques vont se casser la gueule. On s'en fout. Les banques peuvent se casser la gueule. Ils peuvent numériser tout ça. On n'en a rien à foutre. Mais quand on est rationnel, on va plutôt parler de l'euro. Ah bah l'euro, c'est quand même la number 2. Ah, on est bien d'accord. L'euro est la deuxième devise la plus utilisée dans les réserves de change mondiales. Après le dollar, la zone euro dispose quand même d'une économie importante, il ne faut pas dire n'importe quoi. Stabilité politique relativement élevée, une banque centrale européenne qui joue un rôle clé dans la gestion de la politique monétaire. Tu vois, il ne faut pas dire n'importe quoi. Après le yuan chinois, avec la montée en puissance de l'économie chinoise, ils aimeraient bien placer leur truc. Ah bah tu le sais, c'est évident. Le yen japonais, parce qu'il faut savoir que les Japonais ont pas mal de dollars. Ah bah ils ont prêté aux US, hein, les Japonais. Donc le Japon est une puissance économique mondiale et le yen est souvent utilisé comme une devise de réserve, bien évidemment. La livre sterling, bon, ça j'y crois un peu moins, hein, je suis un petit peu moins. La livre sterling est la devise du Royaume-Uni. Bon, c'est le Commonwealth, hein, il y a quand même la tronche du roi et de la reine. Bon, c'est pas n'importe quoi le Commonwealth, hein. La Nouvelle-Zélande, ah bah oui, il y a un peu de sous. Donc tout ce petit truc mis au bout à bout, tu te dis que quelque part, on sait ce qui risque d'arriver. Et c'est hyper important de regarder en ce moment l'euro-dollar. Si tu ne regardes pas l'euro-dollar, ça vaut absolument cacahuète. En tout cas, si la faillite est évitée, c'est l'hyperinflation et vous allez douiller comme moi, ça c'est certain. Les prix à la consommation, en tout cas, qu'on dit qui restent inchangés, pour moi, ne sont absolument pas à changer. La croissance, en tout cas rapide, fait que les prix augmentent très fort
et va bien évidemment taper dans la perte du pouvoir d'achat. En raison de l'augmentation rapide des prix, la monnaie nationale perd rapidement de sa valeur, je vous parle du dollar, entraînant une perte importante bien évidemment du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Les gens doivent dépenser leur argent rapidement car sa valeur diminue rapidement. Alors, arrêtons-nous 2 minutes, 2 petites secondes. Hein. Si le dollar se pète la tronche, d'accord, si le dollar se pète la tronche, tu vas perdre du pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on tienne le dollar en l'air? Qu'on en imprime? Absolument pas. Qu'on ait une compensation en or? Ils n'en ont quasiment plus. Mais alors, qu'est-ce qui va tenir le dollar en l'air? Plus rien. La seule chose qui peut tenir le dollar en l'air, à mon sens maintenant, c'est l'augmentation des taux d'intérêt donnés par Jérôme Powell. Mais s'il fait ça, il explose les États-Unis. Dans ce cas-là, ce n'est pas le dollar qui est en faillite. C'est les États-Unis qui vont être en faillite. Parce qu'ils pourront continuer à augmenter les taux tant qu'ils le veulent, ils vont sabrer la consommation, et ils sont dans une merde incroyable, puisqu'aujourd'hui les entreprises, du fait de la consommation, augmentent leurs bénéfices, ce qui veut dire que l'hyperinflation est aussi décelable à travers des crises sociales. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, la crise sociale en Europe comme en France, elle existe, elle est là, ça commence avec les gilets jaunes, ça continue au jour après jour, le conflit israélo-hamassien, enfin bref, tous ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire. Aux États-Unis, ça a été les gens de Ford, hein, de l'industrie automobile. Il a fallu que Ford signe carrément des engagements d'évolution à 2 chiffres sur certains salaires. On parle de plus de 30-40% pour certains salaires. Mais jusqu'où on va? Jusqu'où il va falloir aller dans l'hyperinflation pour cautionner l'augmentation des taux de la Fed et forcément tenir un marché en l'air? C'est pas possible, on ne peut pas, c'est absolument pas possible. Alors, la perte du pouvoir d'achat, l'instabilité économique, on arrose les États-Unis de dollars, forcément ça ne va pas aller, l'effet négatif sur l'épargne, puisque les gens vont garder de moins en moins d'argent en banque, ils vont en avoir besoin pour dépenser. Bref, il faut savoir que l'hyperinflation est donnée par une expansion excessive de la masse monétaire, on est bien là-dedans côté américain, des politiques monétaires inappropriées. On peut faire un bisou à Trump, il nous aura fait marrer, on a quand même gardé des taux à zéro pendant 5-6 ans, donc c'est pas, hein, tu vois le machin. Des déficits budgétaires financés par la création monétaire, je t'ai parlé de 7%, tu te souviens? Eh ben, tu t'en rappelleras. Et de tout, effectivement, les chocs économiques majeurs, le Covid-19, la guerre en Ukraine, il faut de l'argent pour faire la guerre, les États-Unis sont partout. Une mouche qui pète au Zimbabwe, ils y vont. Hein, un Ukrainien, qui se tord un ongle, ils y vont. Un Israélien qui a un problème, c'est 2 porte-avions. Donc ils y sont. Hein. Ah oui, on y va. Mais ça coûte un peu d'oseille. Robert, tu mets une cartouche d'encre, on imprime. Mais ça ne va plus aller, l'histoire, c'est absolument plus possible. Et il va y avoir aussi des tensions politiques, bien évidemment. Les conséquences sociales, je t'en ai parlé. Politique, on voit bien que la tension sociale va réanimer une tension politique, hein, ça c'est évident. Toutes ces choses-là, en tout cas, sont à attendre. Et puis je finirai simplement là-dessus. On parle beaucoup de migrants en ce moment, mais il ne faut pas oublier que la migration, les migrants, c'est révélateur d'un monde qui va très mal et qu'on met véritablement sous un artifice, sous une... on travestit la réalité. Cette réalité, il faut la prendre en compte. Quand le marché monte comme il est monté cet après-midi, il faut être extrêmement prudent parce que toi, ce que tu vas travailler, c'est pas la hausse, c'est la baisse, parce que la hausse est complètement irrationnelle alors que la baisse, elle, sera rationnelle. C'est le mur ou le ravin, c'est un peu ça. Bravo pour l'image, David, c'est une belle métaphore. Ika Jai, selon notre ministre des Finances, les Français s'enrichissent? Non, non. Moi, j'ai beaucoup de peine, et c'est pas simplement de l'altruisme bidon, les étudiants. Moi, ceux qu'en ce moment qui me font énormément de peine sont les étudiants. Voir chialer des nanas qui... moi, j'ai des cousines qui ont préparé des écoles d'infirmières, de médecins. C'est une catastrophe. Hein. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Didier, les banques centrales achètent de l'or par centaines de tonnes. C'est pas faux, mais on a évolué, Didier. C'est une situation d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, où même toi, particulier, tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter que toi t'en achètes, mais eux, ils en achetaient et c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ika Jai, qui est très actif ce soir, je ne crois qu'en l'or physique. Alors, Ika Jai, il y a un truc qui est important. Tu dis quelque chose de très sensé. Tu crois à l'or physique, sauf que l'or physique ne te permettra jamais d'aller acheter du pain, de la farine, des œufs.
les éléments de base. Hein. On ne pourra pas sectionner un lingot, sectionner une pépite d'or pour donner 30 centimes. Par contre, ça te permettra de protéger tes acquis, ça c'est certain. Il faut y réfléchir, c'est important. J'ai plusieurs comptes financés, je peux me connecter à la Genius. On t'a déjà répondu, Mochi, c'est possible. Se connecter, why not? Mais pour passer les ordres, pour l'instant, quand on est en compte financé, en ce qu'on appelle simplement en pop trader, on utilise bien souvent rythmique. Et nous, pour l'instant, on n'est pas compatible rythmique. On change un petit peu notre fusil d'épaule, puisque certains brokers n'ont pas voulu jouer le jeu. On se tourne vers des brokers qui le jouent et ça marche très bien. Didier, il s'énerve. Si le dollar se pète la tronche, alors l'euro fait quoi? Il implose. Ben non, justement. Ben non, tu vois, on en vient d'en parler, Didier, mais tu as sûrement raison dans ce que tu dis. Moi, je pense qu'au contraire, ces monnaies fiduciaires pourraient en profiter pour monter très fort. D'ailleurs, on peut s'étonner du laxisme russe. Hein, des pays arabes en ce moment. Palestine vaincra. T'es où, grand? Où tu es, grand? Il y a un truc qui ne va pas. La géostratégie actuelle me dépasse. Hein. Alors ça c'est vu, 35 000 fonctionnaires chargés de faire les statistiques aux US. Alors là, franchement, je pense qu'ils doivent bien se marrer dans la salle de repos. Notre époque est extraordinaire, la réalité mise KO par la fiction. En France, un asile mental à ciel ouvert. Je pense que c'est l'économie de manière globale, c'est pas évident. L'époque Chirac me manque, Bernadette. Les États ne feront pas défaut, jamais. Par contre, ce sont eux qui ont prêté, qui feront faillite. Et ça commence, hein. T'as vu au Japon l'histoire avec WeWork aux États-Unis? Hein, une banque japonaise qui se casse la gueule. Oh, ils emmènent tout le monde. Hein. WeWork est mis sous protection juridique et judiciaire. Ils ont fait faillite. Le Japon est dégoûté. Ah, absolument. En Rouen, à la place du dollar, why not? En France, tout va bien. 3 milliards de dettes. Oh, c'est presque 40 000 milliards aux États-Unis. On n'est pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même catégorie. Il y a des poids lourds en face de nous. Bientôt, Mochi. Bientôt, les connexions à droite et à gauche. Janvier 2024. Oh, j'aurais pas dû le dire. Janvier 2024, la connexion et la compatibilité avec absolument tout. On ne peut pas passer à droite, on passe à gauche. Oh, tu connais Vaudan. Hein. Ah bah Vaudan, il passe partout, hein, ça c'est clair. On va se débrouiller là-dessus. En tout cas, merci à tous. Merci, arrêtez vos conneries. Oh, arrête, s'il te plaît, Patrice, merde. Ferrari accepte le Bitcoin monte. Arrêtez, s'il vous plaît, de propager des rumeurs de merde qui n'encouragent que les pauvres... simple d'esprit à croire que Bitcoin va monter. Arrêtez. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Hein. Au début, la belle au bois dormant, d'accord. Cendrillon perd sa pompe, ok. La belle et le clochard bouffent les spaghettis ensemble. Mais il y a un moment, tu reviens sur terre, merde. Hein. Arrête. Ils te pondent une merde tous les jours. Hein. BlackRock, les ETF, Ferrari. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, Elon. Elon, c'est quand même le mec qui te sort une histoire à la minute concernant le Dogecoin, le Luna. Il est quand même à l'origine de To The Moon. Hein. Il est emmerdé en ce moment. Oui, il est emmerdé parce que il doit quand même faire décoller ses fusées et elles ont tendance un peu tu vois, elles tirent un peu à droite. Donc il va l'emmener chez Midas, ça va repartir. Ça va aller. Je dis peut-être une bêtise, Nicolas qui dit on monte au son du canon, ce qui n'est pas idiot, mais on descend au son du clairon. Et pour l'instant, on claironne. Tu vois, pour l'instant, il y a des morts partout, mais c'est vrai que pour l'instant, on est moins informé. Vous pensez quoi du dollar numérique? Sur quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, rien. Hein, il arrive, je pense, mais pour l'instant, rien. En tout cas, l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si l'émission vous a plu, vous mettez un like et vous vous abonnez, parce que sinon, ça laisse le plaisir à des abrutis finis d'insulter. Ils n'y connaissent rien. Ils insultent. Ils broutent de l'herbe. Hein. Les gens le voient chez lui, cul nu dans l'herbe, à brouter de l'herbe. Hein, tu vois, oui. Il lâche du gaz, un peu comme les vaches, hein, la couche d'ozone est tapée, hein, mais c'est vraiment des tarés. On va s'occuper de son cas la semaine prochaine. Il sait de qui je parle, bien évidemment. Mais Mochi, je ne sais pas que j'aime pas le Bitcoin, j'en ai un. Donc, je l'ai là en plus, physique. Hein. C'est pas que je l'aime pas, ce que j'aime pas, c'est ce qui véhicule autour du Bitcoin. C'est toujours cette idée de s'enrichir en grattant et une chance au tirage, une chance au grattage. Je n'aime pas ça, c'est du boulot. Mon métier, c'est un travail. Des escrocs vous ont pollué, ils m'ont traité de tous les noms pendant des années. Tu vois, regarde, on est peu nombreux, mais on est des gens bien, parce que les gens mauvais, ils préfèrent aller regarder un mec qui, soi-disant, a un jet privé parce qu'il a su acheter du Bitcoin.
Mais quand tu poses la question à ce mec, t'as acheté du bitcoin, tu l'as vendu ton bitcoin? Le mec te dit non. Donc t'es riche de quoi en fait? Oh, il te dit un peu d'oxygène, un peu de carbone, ça fait de l'air. Allez, merci à tous, passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine, uniquement si vous voulez bien. Je vous rappelle que Charlotte vous a envoyé en tout cas tout un tas d'offres, a priori, tout un tas d'offres. Elle a fait beaucoup d'efforts. Moi, j'ose même pas regarder parce que si on fait notre earning à nous, je vais compter ses promos. Les autres ont moins de clients et font du profit. Nous, on offre tout parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime. Allez, à la semaine prochaine ou à demain sur Genius à 8h30 pour être en live avec moi. Take care, choose and enjoy. Ciao, bye bye.